Alors, je vous passe de suite la parole. Il nous a semblé très intéressant d'avoir votre vision du préjudice écologique vu non pas du côté scientifique, comme on vient de le démontrer à l'instant, mais surtout de votre côté en tant qu'opérationnel, celle qui est vraiment au contact des résultats des pollutions en mer. Et voilà, je vous laisse la parole pour le peu de temps qui vous reste. J'avais prévu de vous passer un film, je le mettrai à disposition, mais vu le timing, effectivement, c'était un film où ça nous permettait de rentrer dedans, c'était des images d'archives et un positionnement, effectivement, des images de l'INA et des retours de la LPO, mais je vous le ferai parvenir parce qu'il me semble intéressant, il dure 3 minutes, mais on ne le présentera pas là. Donc moi, je vais essayer de vous faire une présentation globale basée sur des retours d'expérience, avec des informations qui nous semblent intéressantes, importantes à connaître, en tout cas pour nous, de notre vision LPO. J'ai mis juste une petite parenthèse, je parlerai du pendant, pas seulement l'après-pollution. Donc effectivement, la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, on est une ONG. Donc j'ai mis quelques chiffres, ce qui est aussi important pour resituer au niveau international. On est le représentant de BirdLife International, donc le représentant français, en sachant que BirdLife a un réseau de 121 ONG et donc 121 pays. Voilà. L'impact environnemental, donc effectivement, on a vu tout à l'heure une présentation avec les poissons. Il y a effectivement sur les milieux. Je ferai juste un clin d'œil, pas forcément des plus agréables, mais sur les îles qui restent un milieu compliqué en termes de pollution, pollution par hydrocarbures ou potentiellement autres. Et je reparlerai un petit peu plus loin de la réserve notamment des 7 îles qui a déjà été exposée et qui reste toujours très exposée aux pollutions. Ici, j'ai fait un choix, on est LPO, même si effectivement aujourd'hui nos statuts, on agit sur la sauvegarde de la biodiversité, on reste dans le cœur de métier sur l'oiseau. Donc j'ai fait un zoom sur les oiseaux et notamment sur les pollutions par hydrocarbures parce que c'est là où on a le plus d'expérience. Je vous ai écrit des choses, donc désolé pour les traducteurs. J'ai voulu mettre un peu d'informations, je ne vais pas tout lire. Ce qui me semblait intéressant, c'est que déjà, il faut comprendre sur l'oiseau l'impact direct que le polluant peut avoir. Un oiseau marin, si notamment c'est un oiseau pélagique, donc qui vit en permanence en mer, l'impact direct, ça va être le trou. On l'explique très souvent par un trou dans un plumage. Donc finalement, même si c'est une petite goutte de pétrole, ça devient vite compliqué pour un oiseau qui passe son temps en mer et qui en fait va essayer de rester en mer, s'affaiblir. Alors soit il va s'échouer vivant, mort, ou une des choses à savoir aussi, c'est qu'un oiseau peut mourir noyé. Donc finalement, c'est encore plus facile pour un oiseau d'être 100% mazouté parce qu'il va se laisser aller tout de suite et éventuellement on aura peut-être une chance plus conséquente de le récupérer ou en tout cas on le récupérera dans un meilleur état parce qu'il n'aura pas trop traîné en mer. Voilà, ça me semblait intéressant. Donc l'impact direct, c'est l'impact physique. Après, je voulais faire aussi une aparté sur l'oiseau comme indicateur. Parce que c'est vrai qu'ils vont en parler de la Mococadis, de l'Erica. Et je pense que ce qui a vraiment évolué, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on prend conscience que l'oiseau peut être un indicateur. Et c'est aussi en ce sens-là qu'on a envie de travailler, nous, ONG. D'abord, un indicateur temporel. Donc là, je vous fais un retour sur l'expérience qu'on a eue par rapport aux grosses pollutions. C'est qu'il faut prendre en compte qu'en général, quasiment tout le temps, l'oiseau arrive avant la pollution. Donc en termes de réflexion sur la mise en place des moyens ou même sur ce qui va arriver, c'est un indicateur intéressant. L'ERICA, c'était 11 jours avant, le Prestige, c'était 3 jours avant. L'autre indicateur, sans aller plus dans le détail, l'autre indicateur qui est un peu, qui est lié de toute façon de fait, il est géographique. C'est que effectivement, l'oiseau, il va dériver d'autant plus s'il est vivant, il va dériver avec les courants, avec les vents. On aurait pu plus étudier, mais au moment de l'Erika, les premiers échouages, ils ont eu lieu sur le Finistère Sud, et puis après sur le Morbihan, alors qu'on avait tendance à essayer d'imaginer, avec toutes les dérives et les outils de dérive qui ont été utilisés, que ça allait plutôt en Vendée, en Charente-Maritime. Donc potentiellement, peut-être un indicateur à prendre en compte. Aussi un indicateur sur l'origine du polluant. Donc ça, c'est vrai qu'on travaille depuis des années avec le CEDRE
Et dès que c'est possible, donc on suit un protocole, dès que c'est possible, on fait des prélèvements sur des plumes souillées qui permettent de faire du lien s'il y a un échantillon de base et qui nous permettent de nous assurer effectivement, alors je dis nous, mais c'est tous intervenants sur la dépollution, de s'assurer que le polluant identifié est en lien avec un accident précis. Pour nous, on s'en sert aussi comme outil d'alerte, parce que bien sûr, un échouage d'oiseaux mazoutés, ça montre potentiellement une petite partie de ce qui peut se passer en mer. Et donc, notamment, on travaille avec Vigipol et on a mis en place des alertes automatiques. Donc, dès qu'il y a un oiseau qui arrive au centre de soins de l'île Grande, qui est dans les Côtes d'Armor en Bretagne, pour nous, Vigipol reçoit une alerte, ce qui lui permet aussi d'informer les collectivités si le nombre d'échouages est conséquent pour pouvoir effectivement rien qu'alerter les communes. Donc, pour nous, globalement, ONG, ce qui est important, c'est de travailler entre tous les intervenants, même très en amont de l'arrivée des oiseaux mazoutés, parce qu'on peut mutuellement se donner des informations qui peuvent être importantes pour la suite. Un autre impact, bien sûr, l'impact direct, je ne pouvais pas passer à côté, c'est la survie de l'animal. Hein. La première chose, c'est effectivement, l'oiseau peut mourir en mer, il peut couler ou il peut s'échouer vivant ou mort. Donc, pour information sur on va dire à l'année, lorsqu'il n'y a pas d'événement spécifique, en fait, il y a des suivis hivernaux qui existent toujours. Et puis après, en fonction de quand il y a un événement, une situation conséquente, le suivi sur le littoral va s'organiser de façon différente en fonction du nombre de kilomètres touchés, en fonction des associations de protection de l'environnement qui sont présentes et de différents autres paramètres. Si les oiseaux s'échouent vivants, en France, c'est systématique, ils sont renvoyés vers des centres de soins habilités pour la faune sauvage. Donc nous, centre de soins et notamment LPO, en fait, toutes ces données-là, du lieu où l'espèce, le lieu où s'échoue l'oiseau, on a une base de données, une interface web qui nous permet d'enregistrer et de garder la donnée. Ce qui est une nouveauté, on n'avait bien sûr pas ça au moment de l'ERICA. Donc on va vers des structures de soins. Ce n'est pas le cas partout. La réglementation française est peut-être plus conséquente que dans d'autres pays dans le monde. Donc je n'irai pas dans le détail, mais en France, il faut des autorisations spécifiques. Et en France, on a des centres de soins fixes, pérennes, on a des unités mobiles. Voilà, deux types de structures. Je vous ai mis quelques espèces, bien sûr, du large qu'on peut voir qu'on peut voir en France. Donc principalement, vous avez la photo centrale, les deux photos centrales, en fait, macaremoine et pingouin torda, puis l'alcidé, l'autre alcidé, le guillemot de Troyes sur la droite. Ce sont les trois espèces d'alcidés les plus touchées parce qu'ils passent leur temps en mer. Ce sont des meilleurs nageurs que des ils sont juste à terre au moment de la reproduction et donc c'est très souvent les malheureux emblèmes des pollutions maritimes. Beaucoup d'informations ici, mais en fait, je vous ai mis en jaune deux choses que je voulais vous montrer. Quand on parle aussi de pollution, pour nous, en fait, il y a une donnée maintenant avec l'expérience qu'on a comprise, c'est que plus une pollution se passe au large, plus évidemment le nombre de kilomètres risquant d'être touchés sur la côte va être conséquent. Et nous, l'impact direct sur les oiseaux, c'est qu'on aura alors pas forcément un nombre d'oiseaux plus conséquent, mais des espèces très différentes. Donc, je vous ai mis en exergue le prestige et le tricolore caribas, donc en 2002 pour les deux. Le prestige, c'était très au large, ça a impacté trois pays, donc la France, le Portugal et l'Espagne au niveau des échouages des oiseaux. On a été confronté à 61 espèces contre 17 espèces pour le tricolore caribas. Ça paraît anecdotique, mais dans l'organisation en fait de la prise en charge des oiseaux en soins, pour nous, c'est des organisations différentes parce qu'en fonction des espèces, l'alimentation est différente, le stress est différent, donc ça demande des organisations plus spécifiques. On essaye avec le temps d'ailleurs, en fonction des centres de soins, d'avoir des spécificités d'espèces, de pouvoir envoyer les alcidés vers une structure, les fous vers une autre structure.
Donc ça, c'est le lavage d'un oiseau mazouté. Pareil, des différences en fonction des espèces et en fonction des pays dans le monde. Certains pays jugent que c'est le plus important est d'abord de laver. En France, ce n'est pas le protocole qu'on suit. On stabilise d'abord l'oiseau. Il faut qu'il ait atteint un certain poids. Et puis après, effectivement, là, on est sur les alcidés, mais sur des espèces comme les manchots, il peut y avoir par exemple, je donne le manchot, mais sur des espèces, ça peut être plus facile au niveau du lavage. Pour les alcidés, comme je vous ai dit, ce sont des oiseaux qui passent leur temps en mer, donc il leur faut un plumage parfait, donc bien lavé, mais aussi très bien rincé. Bon, là, quelques photos de relâchés, histoire de se faire un petit peu plaisir, mais on continue. Donc sur l'impact écologique, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier impact, c'est au regard de l'individu. C'est la perte d'un individu pur et dur, bien sûr, quand il meurt. L'impact, il peut être différent en fonction des espèces, en fonction des effectifs, de la provenance de la population et de la saison. Je vous ai mis sur la droite l'Eider à duvet, qui est un oiseau qui a été d'une certaine façon l'emblème en fait de la procédure judiciaire de l'ERICA, notamment parce que l'Eider à duvet a été l'espace, alors pas impacté en nombre d'individus, mais c'était une espèce qui était nicheuse avant l'ERICA et qui après l'ERICA, on n'avait plus en France de couples nicheurs, qui sont revenus au bout de quelques années, mais d'où je vais dire, l'emblème lors de la procédure juridique. Donc l'impact, il est différent, effectivement, en fonction de la saison et du lieu de la pollution. Je ferai juste une aparté. Effectivement, actuellement, on a quelques inquiétudes, et si je reviens sur la réserve naturelle des Sept-Îles, qui est donc en face de Perros-Guirec. On a au centre de soins de la LPO Île-Grande des arrivées d'oiseaux mazoutés depuis, on en a tous les hivers, et depuis le mois d'octobre, on a eu une centaine d'oiseaux qui sont arrivés en provenance de la Bretagne Nord et qui ont été identifiés par le fioul du Tagnou. Et c'est vrai que ça nous inquiète, notamment parce qu'on commence à avoir des individus de la réserve, donc des oiseaux nicheurs, et donc potentiellement reproducteurs qui sont touchés. Je vous ai mis les quelques, en sachant que bien sûr les fous de bassin, donc les chiffres que j'ai mis, le 19 000 et quelques, c'est en nombre de couples. Donc le fou de bassin, les couples, les effectifs sont conséquents, mais si vous regardez bien sûr le macareux ou pingouin, dès que c'est un individu touché, pour nous c'est une perte énormissime. Après, donc, je sais qu'il y aura d'autres qui vont l'expliquer sur les présentations suivantes, donc je ne vais pas aller trop dans le détail, même si vous allez voir que j'ai mis des choses, un certain nombre d'éléments affichés, juste pour aider mon discours, en tout cas je l'espère. Je vais vous parler du préjudice matériel, financier et écologique en plus, après. Sur un préjudice matériel financier, bon, déjà c'est assez difficile, éthiquement, comme je l'ai noté, de donner une valeur à un individu. Donc là, c'est sur l'expérience de la LPO. Donc un préjudice matériel et financier, il est plus facile, bien sûr, puisque c'est une valeur de réparation et on peut se dire, voilà, combien coûte le sauvetage tout simplement d'un oiseau mazouté. Le préjudice écologique, on rentre dans une valeur marchande qu'on donne à un individu. Donc je pense que ça va être aussi le débat de la fin de journée, une chose qui est beaucoup plus difficile. Ici, on le verra à la fin, il n'y a pas de méthode retenue en fait, et ça peut être variable aussi selon les pollutions, bien sûr. Je vous le montrerai notamment sur le préjudice matériel. Donc le préjudice matériel, il y a plusieurs méthodes. Donc là, je vous l'ai mis hors crise, c'est-à-dire, en tout cas, on va dire, dans les structures de soins pérennes. Même si on a une crise, par exemple, je parlais des arrivées d'oiseaux mazoutés cet hiver sur le centre LPO de l'Île-Grande. Bien sûr, c'est une crise, mais ce n'est pas une crise majeure qui demande de nouvelles structures de soins. Donc là, c'est dans des structures qui existent déjà, des structures pérennes. Le plus simple à faire, il y a finalement deux méthodes. On peut calculer les frais réels par oiseau. Je vous ai mis une fourchette, mais on échange avec différentes structures et notamment l'UMR là-dessus. On a mis 150 à 200 euros. C'est très difficile en fait parce que on est obligé de calculer. Si on veut calculer au coût réel, il faut connaître le temps
de soins, le temps combien de temps l'oiseau va passer en centre de soins pour pouvoir estimer la valeur juste. C'est-à-dire qu'un oiseau qui va mourir au bout de 24 heures ou qui va être relâché et qui sera resté 3 semaines en centre de soins, bien sûr, on n'aura pas passé autant de temps sur chaque oiseau. Donc c'est assez difficile. Ça se calcule, mais ça veut dire qu'il faut le calculer par temps passé au centre de soins. Le plus simple est aujourd'hui un coût moyen, c'est ce qu'on fait. Alors même si on sait qu'on est en deçà de la réalité, bah, c'est de prendre le budget du centre divisé par le nombre d'animaux, ce qui donne, je vous ai donné aujourd'hui en tout cas le centre de soins LPO de l'Île-Grande, puisque c'est celui qui est spécialisé oiseaux mazoutés. On est selon les années à 80 ou 100 euros, pour l'oiseau. Donc ça va être variable, bien sûr, selon les structures, les moyens humains dont on dispose, le fonctionnement, et comme je vous le disais aussi, variable selon le temps de présence des animaux au centre de soins. En période dite de crise, il peut y avoir une petite différence. Et on revient par exemple sur l'ERICA, on a eu des structures qui ont été créées dans l'urgence pour accueillir des oiseaux. Par exemple, dans le Morbihan, il n'y avait pas de centre de soins. Donc bah là, le calcul, il était sur le budget de ce qui a été mis en place, divisé par le nombre d'oiseaux accueillis. Alors, on peut le faire aussi sur le nombre d'oiseaux relâchés, on peut le faire. Voilà, moi, je vous présente quelques retours qu'on a pu avoir. Pour la procédure de la marée noire de l'ERICA, on a proposé plusieurs méthodes. Donc, voilà, je vais vous en présenter quelques-unes. Ça peut faire peur, mais en fait, on a évalué un préjudice. D'abord, on a essayé de mettre une valeur effectivement marchand aux individus touchés. Donc en fait, on a utilisé le prix d'une espèce gibier qui est défini par le conseil d'administration de l'OFB. Donc là, je vous ai mis des montants de 2007, mais bon, bien sûr, l'inflation a fait que aujourd'hui, le canard colvert est plutôt à 100 euros, mais je suis restée sur des chiffres qu'on a proposés au moment de la marée noire de l'ERICA. Et en fait, sur ces bases-là, on a comparé les espèces qui ont été touchées, on a fait un lien avec le tarif gibier. Et donc, ça donnait un montant. On l'a calculé sur le nombre d'oiseaux touchés. Et si on avait des oiseaux indéterminés, parce que vous avez vu peut-être une photo tout à l'heure, il y a certaines fois, en fait, on n'a pas toujours eu la possibilité de déterminer les espèces, donc on a mis un tarif pigeon à toutes les espèces autres qu'on n'a pas pu déterminer. L'autre principe, on avait proposé en fait, pareil, mais de mettre un coefficient de rareté de menace. Donc là, pareil, mis sur toutes les différentes espèces. J'irai pas dans le détail, même si j'ai écrit beaucoup de choses, mais je pense que le document sera à disposition par la suite. Donc, on a mis en fait une catégorie et la valeur de l'OFB en face. Donc, ça a donné 6 catégories. Il en existe 5 normalement en coefficient de rareté menace. On en a créé une qui est non SMAP, mais voilà. Et donc, c'est pareil, on a mis un montant, toujours les montants de 2007. Plus ou moins, il y avait un petit écart, mais finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Rapidement aussi, sur la reconnaissance du préjudice écologique, je vous renvoie vers le film que je voulais vous diffuser. C'est vrai que ça a été un long combat pour la LPO. Je reviens sur la Mococadis. Donc, même si c'était en 78, le délibéré, c'était en 89. Pour vous resituer, à l'époque, la LPO avait déjà demandé une reconnaissance du préjudice écologique qui n'a bien sûr pas été accordée. Et on avait eu un montant forfaitaire à l'époque pour le préjudice global. 10 ans pour l'ERICA, on a déposé plainte en 2002. Bon, je vous fais pas peur, mais jusqu'en 2012, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu, ce passage la procédure ERICA. Et en 2012, en fait, la cassation a bien confirmé les condamnations pénales et on a bien eu la reconnaissance du préjudice écologique, notamment la LPO et aussi le département du Morbihan qui avait fait une proposition. À l'époque, on a eu un montant forfaitaire. J'y reviendrai sur ma diapo finale. Donc nous, la LPO, à partir de 2005, systématiquement, on a été en justice pour tous les rejets volontaires d'hydrocarbures, pour se battre pour la reconnaissance du préjudice écologique notamment. Donc j'ai retenu 2 affaires qui, pareil, ont duré pendant X temps, mais en appel, on a eu une pollution sur l'estuaire de la Loire, et la Cour d'appel de Rennes avait effectivement reconnu le préjudice écologique
Et voilà, reconnu le préjudice écologique, tout est. Pour une des rares fois, en tenant compte de la rareté et de la fragilité des espèces, donc avec un calcul, une méthode reconnue par la LPO. Enfin, proposée par la LPO, reconnue absolument pas. Et je vous ai mis un autre exemple. Il y avait une pollution dans l'estuaire de la Gironde. Et idem, au bout d'un certain nombre d'années de procédure, il y a eu une reconnaissance du préjudice écologique, mais par contre un montant forfaitaire. Donc, pour faire une synthèse, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode officielle, et je pense qu'il y aura des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler tout à l'heure. Il n'y a pas de méthode officielle et qui est reconnue en tout cas par tous les tribunaux. Et souvent, les méthodes proposées se terminent en montant forfaitaire. Aussi, ce qui est important, c'est que, bien sûr, et fort heureusement, la réglementation a évolué. Et donc, effectivement, je renvoie vers les textes du Code civil maintenant. La réparation du préjudice écologique, aujourd'hui, apparaît dans les textes français. J'ai mis en gras parce que c'est une priorité, elle s'effectue par priorité en nature, donc ce qui détermine plus précisément l'affectation des sommes. Voilà, mais c'est une très bonne chose. Donc, et pour aller plus loin, en tout cas, moi j'ai apprécié, je vous propose cet article-là d'Héloïse Adam Mimoun, j'espère que j'ai pas trop écorché, qui justement rappelle qu'il n'y a pas de nomenclature et en tout cas c'est un article qui m'a semblé fort intéressant. Voilà, je crois que je me suis arrêtée là. Avant que vous ne partiez, parce que je crois que vous êtes pressé, une question de la DREAL, je crois que c'est DREAL PACA. Pouvez-vous préciser dans quel cadre vous intervenez sur les façades maritimes, suivant des conventions avec les préfectures, avec les DREAL ou avec d'autres entités? Alors, j'imagine que c'est nous LPO, mais en même temps, ça pourrait être toute association ou centre de soins, parce que ça dépend sur quelle partie on intervient. Selon les épisodes, c'était différent. Parfois, on pouvait être, je pense par exemple au Grande America, en fait, on a travaillé avec l'Adréal, donc qui nous a effectivement naturellement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une pollution, d'abord les centres de soins, quel que soit leur gestionnaire, se mettent je ne vais même pas dire en ligne du combat, puisque de toute façon, ils sont ouverts 7 jours sur 7. Donc, les centres de soins, même s'ils sont gérés par différentes structures, on va commencer à échanger, on va commencer à s'organiser. Pour le Grande America, on a commencé à se dire, bon, bah voilà, un tel peut prendre telles espèces. Les centres de soins dans les terres vont récupérer tout ce qui est rapace du littoral pour pouvoir libérer et faire de la place. Et par exemple, sur cet événement, la LPO avait pris plus ou moins les devants en termes d'organisation de logistique par rapport à l'expérience, parce que d'autres pourraient le faire. Et donc, l'Adréal est venu vers nous et nous a demandé de coordonner. Mais après, sous quel type, convention, etc. Alors ça n'a pas toujours été clair. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y avait des laps, Yvan le disait tout à l'heure, il y avait un laps de temps sur l'intervention. C'est que parfois, en fonction un centre de soins qui existe, par exemple, je parle vraiment pour l'accueil de la faune, un centre de soins qui existe, de toute façon, ses portes sont ouvertes, comme je disais, il va accueillir les animaux. Par contre, si on a besoin de plus de moyens et qu'on doit organiser quelque chose, c'est vrai qu'on est obligé de le faire avec un minimum d'assurance qu'on pourra financièrement porter. Et donc, il est peut-être là le laps de temps. En tout cas, ce qui a été fait, c'est qu'on a travaillé à une convention cadre et une convention type avec le ministère qui existe. Et une convention type, en fait, alors on l'a fait pour la LPO, mais c'est une convention type qui peut exister pour Bretagne Vivante, voilà, elle existe. Et puis on a listé toutes les missions. Ça va justement du suivi de l'impact ou de la prise en charge de la faune, de l'installation d'un centre de soins. On avait listé les missions différentes. Et donc l'idéal, c'est quand même sous convention, me semble-t-il. Merci. On vous garde encore en otage un tout petit peu, puisque Elsa Jantet, de la direction de l'eau et de la biodiversité, a levé la main et je lui laisse la parole pour vous poser une question. C'était pas pour une question, c'était juste, mais Anne-Laure l'a dit avant moi. Donc on a bien travaillé ensemble à l'élaboration de cette convention qui est à disposition des
services de l'État qu'on a déjà partagé et qu'on repartagera pour justement permettre, dès le début de la crise, que les services puissent travailler, et notamment les associations telles que la LPO. Donc, on est à la disposition des services s'ils veulent récupérer ces types de conventions et avoir plus d'éléments là-dessus. Merci Elsa, je n'avais pas vu, pardon. Très bien. Je complète juste vos propos, Anne-Laure, en indiquant les décisions, enfin la décision du tribunal judiciaire de Marseille en mars 2020 sur un sujet tout autre qui n'était pas lié du tout aux pollutions, mais à un trafic d'oursins dans le parc, je crois, des îles de Port-Cros, avec là cette fois-ci une évaluation du préjudice écologique par oursin, hein, c'est-à-dire le tribunal avait considéré la valeur de l'oursin et sa valeur par rapport à l'écosystème. Et donc sur 24 000 oursins qui avaient été détournés, enfin braconnés, les délinquants, hein, parce qu'il faut les appeler comme ça, avaient été condamnés à verser 350 000 € de dommages-intérêts pour préjudice écologique, qui étaient directement affectés en totalité à la réparation de l'environnement impacté. Hélas, cette affaire a été portée ensuite en appel devant la Cour d'Aix en Provence, et la peine, enfin pas la peine, mais le préjudice a été divisé par 7. Ceci étant dit, on est toujours en présence finalement là d'un préjudice qui est fait par animal finalement. On n'est plus sur le forfait. Donc c'est quand même un pas en avant dans ce domaine-là qui restera confirmé par la Cour de cassation ou par une loi éventuelle à venir. Voilà.